Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros des 60 minutes et vendredi 24 mars 2023, au cours duquel nous recevons deux invités, ce qui est inhabituel chez nous, d'autant plus que la question de l'heure l'exige. Les victimes se comptent par milliers à travers l'opération Coup de poing initié par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jadine Ngobi Mbaka, et aussi d'autres dossiers résiduels feront objet de l'émission pour parler toujours dans le cadre des affaires foncières. La terre est toujours au centre d'une vive controverse ici en RDC, principalement à Kinshasa. Les déguerpissements à l'emporte-pièce, les démolitions presque névralgiques au détriment de la population. Ce plateau, on en parlera avec à ma droite maître Jean-Claude Katende, qui n'est plus à présenter, patron de la SADO, droit de l'homme dans ses bras. Il défend pratiquement tous les droits bafoués et négligés. Avec lui, on va parler de ces dossiers dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'opération Coup de poing, les démolitions et d'autres déguerpissements. Et à ma gauche, une des victimes, M. John Mulumba, qui sera victime d'une autre opération, peut-être parallèle à celle du coup de poing. M. John Mulumba parlera de ce qu'a été son déguerpissement dans un des sites à problème ici à Kinshasa, vers la commune d'Ela Ntele. Maître Katende, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Jean Mulumba, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation pour que nous reparlions de ce droit des Congolais bafoué. Cette fois-là, c'est sur le plan foncier. La terre est une fois de plus au centre de la controverse, de la polémique. J'en veux pour preuve le site Kindobo à Ntele, où on a déguerpi, et au centre de ça, il y a un corps constitué important, la garde républicaine, qui serait à la base de la désolation d'une partie importante de la population, alors que les documents en notre possession, les arrêtés ministériels, les journaux officiels donnent raison aux acquéreurs. Entre peu de mots, est-ce aujourd'hui on peut parler du droit des terres en RD Congo? Monsieur Jean-Pierre, je commence d'abord par vous remercier pour l'occasion que vous me donnez ensemble avec Monsieur Mulumba, qui est l'une des victimes de nombreuses, il faut que je le dise, de nombreuses victimes des actes de démolition opérés dans la ville de Kinshasa, mais aussi de la spoliation d'une partie des terres dans le site de Kindobo, le site Ewa. La question que vous posez, elle est très importante parce que vous savez que chacun de nous a un projet qui est déjà soit accompli ou en cours, et il voudrait avoir un lopin de terre sur lequel il peut vraiment construire. Et je peux dire aujourd'hui, quand je regarde la situation pas seulement à Kinshasa, sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, que l'accès à la terre est devenu un enjeu très important, un enjeu dans lequel beaucoup d'actes illégaux sont posés par ceux-là même qui sont appelés à faire respecter la loi, et ce qui fait que les gens perdent leur maison, leur terrain, leur argent à cause des actes qui sont posés par des personnes inconscientes, des personnes qui ne comprennent pas que quand on a la responsabilité publique, on doit se conduire en bon père de famille, c'est-à-dire un modèle. Maître Katende, le site Ewa aujourd'hui un des exemples par dizaines du droit des terres bafouées. On a été à votre conférence de presse il y a très peu, où dans votre plaidoyer, en des termes assez clairs et non ambigus, vous incitez sur le fait que le droit des terres est sacré. Alors, si au Congo, on est en train de désacrer ces droits, qu'est-ce qui va devenir demain? Donc, la terre doit appartenir aux nantis, et que le peuple classe moyenne ou classe des pauvres n'a pas droit à la terre. Je pense qu'il est important de préciser que la Constitution de la République démocratique du Congo protège la propriété privée. Et ça, c'est important. Et les personnes à qui la loi donne, n'est-ce pas, la responsabilité de faire protéger tout acquéreur sont en fait les autorités publiques. Et dans le cas
d'espèces, je prendrai les ministres de l'urbanisme et habitat, et je prendrai aussi les ministres des Affaires foncières, mais il y a aussi la justice. Alors, je pense qu'il est important aussi de mentionner le fait que tout Congolais ou tout étranger qui désire d'avoir une terre en République démocratique du Congo peut l'avoir, qu'on soit nanti ou qu'on soit pauvre, parce que l'accès à la terre est soumis à un certain nombre de conditions qu'il faut remplir. Si vous êtes pauvre, si vous êtes riche, du moment où vous remplissez les conditions qui sont précisées par la loi, vous pouvez, n'est-ce pas, accéder à la terre. Et dans le cas particulier du site de Kindobo, il est important de préciser qu'il y a Madame Acha Rachidi qui avait en son temps introduit une demande d'avoir une concession. Et elle avait rempli toutes les conditions en sorte que cette concession située dans le quartier Kindobo, dans la commune de Lancélé, a été désaffectée par le ministre de l'Urbanisme et Habitat et a été octroyée à Madame Acha. L'étape suivante, c'est que le ministre des Affaires foncières a pris des arrêtés pour, n'est-ce pas, lotir les sites, c'est-à-dire donner des parcelles avec des numéros du plan cadastral pour que chacun se sente propriétaire d'une terre qui lui appartiendrait. Et après cela, Madame Acha Rachidi a procédé à la vente individuelle de ces parcelles à usage mixte qui peut être d'usage commercial ou l'usage privé. Ça, il faut le dire et je voudrais bien le préciser que tous ces arrêtés ont été publiés au journal officiel. En République démocratique du Congo, c'est dommage de voir que les actes qui sont publiés au journal officiel sont des fois des actes qui sont pris avec mépris, alors que ce sont des actes, en fait, qui doivent être respectés par tout le monde, en commençant par les autorités elles-mêmes. Voyez-vous? Et j'aime bien l'expression que M. Mulumba avait utilisée lors de la conférence de presse quand il se posait la question de savoir, mais en République démocratique du Congo, il y a combien de gouvernements? Ou il y a combien d'États? Il y a un État qui donne un terrain à X et il y a un autre État qui annule l'arrêté pris par le premier État pour donner le terrain à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce sont des choses qui préoccupent. Maintenant, si on a voulu reprendre cette concession à Madame Acha, il y a aussi des procédures. Ce ne sont pas les lois qui manquent en République démocratique du Congo. Ce qui nous manque, ce sont les hommes et les femmes qui peuvent être respectueux des lois et qui peuvent les appliquer, non pas en fonction de la tête de la personne, mais en fonction tout simplement de prescrire de la loi, en fonction de la justice et en fonction de l'équité. C'est là que le problème se pose. Mais je voudrais revenir à l'essentiel. Le point qui a été un point d'achoppement, c'est de voir que quand l'État, le même État qui a octroyé ce site à Madame Acha, quand il a décidé de reprendre la même concession, on a vu tout simplement à l'insu des acquéreurs quelques éléments de la garde républicaine envahir le terrain, empêchant ainsi les acquéreurs à accéder à leurs biens, et par leur présence, il y a eu des personnes inconnues qui sont venues, qui ont vandalisé les propriétés qui étaient déjà en construction ou qui ont volé les matériaux de construction qui étaient déjà là. Et ici, je m'empresse pour préciser que la mission de la garde républicaine, ce n'est pas de s'immiscer dans ce genre d'affaires. Voyez-vous? Parce que directement, quand on voit la garde républicaine, on pense au président de la République,
on pense au commandant même de la garde républicaine. Et je voudrais ici rappeler que la loi qui organise la garde républicaine lui confie un certain nombre de missions. La première mission, c'est la protection du président de la République et de sa famille. Deuxième mission, c'est de protéger les biens appartenant au président ou aux membres de sa famille. Troisième mission, c'est de pouvoir protéger les visiteurs des marques, les hôtes de marque qui visitent la République démocratique du Congo. Mais nous ne devons pas oublier que dans des cas spéciaux, on peut confier certaines missions relevant des forces armées de manière générale, mais aussi de la police à la garde républicaine. Mais dans les cas d'espèce, nous décrions la présence de la garde républicaine dans une propriété privée. Nous aurions souhaité que ce cas soit soumis à la justice et que la justice puisse départager les différentes parties. Matikatene, merci pour ces explications, on ne peut plus très détaillées. Mais là où le bas pourrait blesser, Matikatene, je le dis durant la conférence de presse, je le réitère ici, il se pourrait que le terrain octroyé à Mme Acha Rachidi n'aurait pas été dans les conditions acceptables après l'octroi. C'est-à-dire, nous le savons, vous et moi, qu'au Congo, la loi foncière est implacable là-dessus. 3 ans après l'acquisition d'un terrain, pas de mise en valeur, l'État l'arrache. Est-ce Acha Rachidi et ses acquéreurs ne tombent pas dans cette fraction de la loi? D'abord, il faut préciser que depuis les premiers arrêtés qui ont été pris jusqu'à aujourd'hui, la concession n'a pas encore totalisé, même pas une année. Ok. Voyez-vous, même pas une année. C'est moins d'une année. Je peux dire, si nous prenons de octobre à aujourd'hui, on peut globalement dire qu'il s'agit de 6 mois. 6 à 7 mois. À 7 mois. Donc, vous voyez vous-même qu'on n'est pas dans le cas que vous précisez. Même dans le cas où on se retrouverait dans cette situation-là, la loi de la République est claire. Dans un État respectueux des droits des personnes et surtout respectueux du droit à la propriété, on exige que quand l'État vous a octroyé un terrain et qu'au terme de 3 ans, vous ne l'avez pas mis en valeur, la conséquence est que l'État commence à souffrir du fait que la terre qu'il a concédée à X ou à Y n'a pas été mise en valeur. Comment l'État se comporte? L'État vous envoie une mise en demeure. Une mise en demeure. C'est ça l'État que nous voulons. C'est cet État que nous devons construire. Pas un État qui se comporte comme un État sauvage, comme un État non civilisé, mais comme un État moderne qui met au premier plan le respect des droits de l'homme. On ne peut pas construire une démocratie effective, une démocratie moderne, sans respect des droits de l'homme. Donc, dans le cas dont vous parlez, ce que l'État aurait dû faire, c'était d'envoyer des lettres de mise en demeure, soit à Mme Acha, soit aux acquéreurs, pour leur dire, vous êtes au-delà du terme qui vous a été donné, et qu'après l'enquête de l'administration, on constate que les terrains n'ont pas été mis en valeur. En ce moment-là, on peut vous reprendre le terrain, mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Et je voudrais vous dire ici que, madame, les conditions pour avoir accès à la terre, on ne les vérifie pas après avoir accordé la terre. On les vérifie avant. On les vérifie avant, on constate que la personne remplit ces conditions-là et on lui donne les documents officiels qui conviennent. Et c'est dans le cas où nous sommes. Mais ce qui est grave, c'est que le même ministre qui a octroyé cette concession a pris un autre arrêté pour dire qu'il prenait la décision d'exproprier, n'est-ce pas, d'exproprier les différents acquéreurs de ce terrain-là. Là aussi, il y a de l'amalgame. Parce qu'en matière d'expropriation, il y a une procédure qu'il faut respecter. Et la partie la plus importante de l'expropriation, c'est le fait que l'État qui exproprie doit pouvoir indemniser les victimes. Et dans les cas d'espèce, il n'y a pas eu ni respect des procédures, il n'y a pas eu indemnisation. Alors je me demande, les ministres, certains ministres que nous avont quelle expertise?
en cette matière et quelles sont les personnes qui conseillent ces ministres. Ok, sur le plateau, je le dis en liminaire ici, maître M. John Mulumba, une des victimes dans le site EWA. M. John Mulumba, de Guerpi, vos droits seraient, il faudrait que vous-même vous les confirmiez, bafoués. Vous êtes Congolais, on l'aura appris, vous habitez l'étranger, vous venez pour investir chez vous, vous octroyez un terrain et coup de théâtre, on vous l'arrache. Frustré, déçu, dépité, vous estimez que c'est fini, vous retournez, les Congo, vous mettez une croix? Monsieur Jean-Pierre, déjà, je vous dis merci beaucoup pour cet accompagnement, mais également mes remerciements à Maître Jean-Claude, qui ne cesse de nous accompagner durant ces moments douloureux, très douloureux d'ailleurs. Merci aussi à tous ceux qui ne cessent de m'écrire ça et là, qui de près ou de loin pensent que je suis dans la bonne voie. Monsieur Jean-Pierre, pour répondre à votre question, vous l'avez très bien expliqué, je suis congolais d'origine et vivant à l'étranger. Et voilà, j'ai pris la décision avec les autres, les amis qui sont à l'étranger. Il y en a parmi nous qui ne sont pas congolais d'origine. Nous avons tous pris ensemble une décision l'année dernière, si vous voulez que je sois bien précis, au mois de juin. Oui, si j'ai bonne mémoire, au mois de février, excusez-moi, là je suis en direct et je ne me rappelle plus. Sinon, c'est l'année dernière, comme je l'ai dit, nous avons pris la décision ensemble de pouvoir faire, si vous voulez, ici au Congo, monter, si vous voulez, certains investissements. Et nous nous sommes penchés sur l'immobilier. Et voilà, donc c'est la fait, c'est la dit, la décision prise. J'ai été choisi avec d'autres. Nous sommes venus ici au Congo et nous avons mené nos démarches pour pouvoir dénicher l'oiseau rare. Voilà, ce qui nous revenait comme bonne terre pour pouvoir réaliser notre projet. Et à l'époque, je me rappelle que nous avons eu à faire toutes les démarches possibles, d'abord au niveau administratif, et puis auprès de la personne propriétaire de la terre qu'on avait choisie, si vous voulez. Voilà, tout allait bien. Mais voir au jour d'aujourd'hui, j'aurais voulu que ce soit une visite en villégiature, parce que c'est chez moi, le Congo. Mais voici, au jour d'aujourd'hui, en Plouc, tellement touché, tellement dépaysé, en pleurs, tout cogite, parce qu'en fait, si vous voulez, je me sens victime. Je me sens victime, ensemble avec les autres, les amis avec qui nous avons eu à acheter des portions de terre, vous l'avez très bien dit, le maître l'a dit aussi, au site EWA, mais également victime de la démolition méchante, si vous voulez, des autorités provinciales. On va y arriver, M. Mulumba. On termine d'abord la partie des sites EWA qui est très importante. Tout à fait. En plus, il y a eu des sommes colossales engagées pour le site en question. Je me dis aujourd'hui, puisque Maître l'a très bien expliqué, vous êtes en train de relayer les propos de Maître KTND. Vous avez dit, vous serez en villégiature, mais maintenant vous passez de bureau en bureau, vous palpez plusieurs documents pour quelque chose qui vous appartenait, selon vous. Alors, selon une certaine opinion, ça appartient à l'État congolais qui vous l'aurait ravi. Mais à l'étape actuelle des choses, Maître, M. Mulumba, vous comptez faire quoi? Laisser repartir ou bien vous allez continuer à forcer la main de ceux qui sont, entre guillemets, selon eux, illégaux pour que vos droits soient remis à leur place? En tout cas, M. Jean-Pierre, c'est la deuxième assertion à laquelle je tiens. Bien évidemment accompagné par Maître qui ne nous abandonne pas, qui ne nous a pas abandonnés, qui nous accompagne. Et on espère qu'on va y arriver ensemble. Je ne peux pas abandonner, M. Jean-Pierre. Comment voulez-vous que j'abandonne alors que vous avez ces versements d'argent qui sont évalués à des dizaines, des centaines de milliers d'euros?
Il faut une idée à peu près combien d'euros dépensés dans le projet en question? En tout cas, je suis au-delà d'une centaine de milliers d'euros dépensés pour le projet. D'abord l'achat. Parce que l'idée était d'avoir 3 hectares au total. Les sites, je ne sais pas, vous avez envoyé vos caméras là-bas. Les sites est magnifique, hein, ça je vous le dis de suite. Les sites présentent des atouts qu'on recherchait. Si vous voulez que je vous en cite certains, les artères qui sont très ouvertes, les espaces, voilà, magnifiques. Nous l'avons choisi et la propriétaire, si vous voulez, Madame Acha, nous a dit par rapport au travail qu'elle a eu à faire, ces hectares valaient un certain prix. Voilà, donc étant fanatique du site, nous avons eu à débourser plus d'une centaine de milliers d'euros pour cela. Alors, je ne me vois pas au jour d'aujourd'hui abandonné. Mais également, je l'ai dit d'entrée des jeux, que c'est un projet. Quand on fait un projet, on ne débarque pas comme ça, du jour au lendemain. On dit, voilà, je me lance. Non, il y a eu étude. Et je vous ai dit que je ne suis pas le seul dans l'affaire. Il y a des gens qui ne sont pas congolais, qui sont derrière moi, qui sont financiers, qui ont eu à contribuer. Alors, le projet, on ne devrait pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain, parce que voilà, on est buté. Voilà, donc si vous voulez, la bataille va continuer, parce que nous sommes dans le droit. Maître Jean-Claude l'a expliqué. Le terrain, nous les avons acquis d'une manière légale. Nous avons des documents qui le prouvent, signés par les autorités congolaises. Et cela va être un peu lâche du jour au lendemain qu'on l'abandonne et tous ces pays membres. Ok, M. Mulumba, puisque vous n'abandonnez pas, je voudrais un peu l'entendre de votre propre bouche. Aujourd'hui, vous qui êtes acquéreur dans le site IOA, vous avez bien négocié avec Mme Acha Rachidi. Présentement, que pense-t-elle de l'affaire elle-même qui a octroyé les 3 hectares à vous et à vos associés? Et que pense-t-elle de la chose? Elle est déçue autant que vous, ou bien elle vous accompagne dans les démarches pour que vous puissiez récupérer votre dû? En tant que personne, je connais Maman Acha, ça fait bien évidemment 4 ans par là, ou 3. Elle a toute ma confiance, déjà, il faut que je le dise. Pour répondre à votre question, je sais qu'elle se bat, parce que il est difficile pour nous, mais également pour elle aussi, elle qui est l'acheteuse principale. Il est très difficile pour elle de voir tout ce qui se passe, un site acheté légalement avec tous les arrêtés que le maître a cités, publiés dans le journal officiel, du jour au lendemain, perdu pour rien. Je pense qu'elle se bat. Je l'ai vu la dernière fois, il y a je pense 1 ou 2 semaines. Éventuellement, on a eu à discuter pour le dossier. De toute façon, c'est que pour cela, on se voit. Et je pense qu'elle continue à se battre ensemble avec nous. Et voilà, donc, si je peux répondre à votre question, elle n'a pas croisé le bras. Elle se bat, et pour nous, et pour elle-même aussi. Ok, Maître Katinde, dans une autre facette de la chose, nous l'aurons appris que le site arraché aux acquéreurs de Mme Acha Rachidi serait déjà entre les mains des Indiens, des Pakistanais qui construisent déjà. Ne pensez-vous pas que l'affaire prend une autre tournure et qu'on risque de ne pas atteindre le but assez pour se passer quand il y a Indiens, quand il y a Pakistanais, quand il y a Chinois, dire que les grosses sommes d'argent ont été quand même dépensées. On peut dire que l'affaire est mal barrée. Je ne pense pas. D'abord, je souligne le fait que je suis bien content que M. Mulumba dise que le combat va se poursuivre. Et ce combat est à la fois légitime et légal. Et que le fait pour eux de se voir usurper leurs concessions, leur terrain, ne peut pas empêcher qu'ils continuent à poursuivre ce combat. Et comme vous l'avez vous-même dit, l'ASADO, c'est son travail d'accompagner les victimes de violations des droits de l'homme. C'est un travail que nous faisons depuis 1991. Et donc, nous avons l'expérience que quand on se bat pour un droit, je pense qu'il ne faut pas lâcher et qu'il faut continuer à se battre. Et donc, nous estimons que l'affaire n'est pas terminée.
parce qu'en ce moment, il y a des négociations, des commissions qui se mettent en place pour pouvoir regarder à cette affaire et éventuellement remettre les vrais acquéreurs dans leurs droits. Le fait que les Indiens et les Pakistanais construisent sur un terrain qui appartient déjà à autrui, ça s'appelle occupation illégale. Et les acquéreurs actuels sont en droit de poursuivre ces Indiens et acquéreurs. Et donc, nous pensons que le chef de l'État est en train de lutter contre la corruption et les trafics d'influence. C'est pour ça que nous organisons des conférences de presse, que nous organisons ce genre d'émissions, afin de porter cette affaire à ses oreilles ou aux oreilles de ses conseillers. Vous voyez, ce qui se passe, ça a une incidence énorme sur l'avenir de la République démocratique du Congo. Et ça fait une mauvaise publicité pour notre pays, pour la politique que le gouvernement a mis en place d'être un pays ouvert aux investissements. Le président de la République a fait plusieurs voyages à l'étranger pour aller convaincre les investisseurs de revenir, de venir au Congo, de venir investir. Et M. Mulumba l'a mentionné, il n'est pas seul. Derrière lui, il y a des étrangers, d'autres nationalités, il y a des Congolais qui se sont dit, nous nous mettons ensemble, nous répondons à l'appel du chef de l'État, nous saisissons cette main tendue du gouvernement pour aller investir. Et en contrepartie, ils reçoivent la réponse ou la situation que nous avons aujourd'hui. Je pense que c'est décourageant. C'est décourageant et les personnes qui sont à la base de cette forfaiture doivent être non seulement révoquées de leurs fonctions, mais être aussi poursuivies. Parce qu'en fait, on peut considérer qu'ils travaillent contre les chefs de l'État parce que les actes qu'ils posent font une mauvaise publicité, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Et donc, nous considérons que nous ne sommes pas contre les Indiens, contre les Pakistanais. Nous souhaitons que les investisseurs viennent en République démocratique du Congo, mais nous exigeons que leur accès à la terre soit soumis à des conditions comme la loi l'exige. Ok, puisque nous parlons ici que les décisions, les arrêtés octroyant à la terre à Mme Acharachidi et à ses acquéreurs, dont M. John Mulumba, ont été plus journal officiel quand même. Les ministres concernés sont encore en fonction, et autant que Pius Mobile et Molendo Sakombi sont en fonction. Pourquoi ne pas aller vers eux qui confirment leurs arrêtés afin que l'affaire soit tirée au clair? Leur silence, ils sont en fond inquiets quand même. Non, ils n'ont pas à revenir sur leurs actes. Les actes ont été déjà... Allez confirmer peut-être, dire qu'effectivement la terre, de par nos arrêtés, de par les journaux officiels, cette terre-là appartient à Mme Acharachidi et à ses acquéreurs, dont M. Mulumba. Cette démarche peut paraître plausible, M. Jean-Claude. Ce n'est pas une démarche technique, c'est une démarche politique. Oui. Quand un ministre a signé un arrêté, c'est que au préalable, il a pris tous les renseignements nécessaires pour prendre pareille décision, et que s'il doit se dire, ça doit être en fait pour des raisons qui ne profitent pas aux individus, mais à la nation. C'est pour ça que nous parlons de cas d'expropriation pour des besoins d'utilité publique. Mais là aussi, nous disons que si le ministre est appelé et contraint à le faire, il doit pouvoir lire la loi et la respecter. Parce que si les victimes sont indemnisées, je pense qu'elles ne vont pas continuer à exiger autre chose que leur argent avec des dommages et intérêts, parce qu'ils ont déjà investi. Ils ont déjà investi parce que si cet argent était mis dans le commerce, ils auraient pu en tirer des bénéfices.
Ok. Et donc, par le fait de l'État, on ne peut pas accepter pareille conduite. Ok, Monsieur Moulumba, aujourd'hui, l'affaire s'enliserait un tout petit peu, il faut le reconnaître. Seulement, je me dis, un arrangement amiable, vous serez favorable et qu'on vous proposerait un autre site. Qu'en penserez-vous si cela arrivait? Je ne suis pas dans le secret des 2 ministres qui ont signé l'arrêté, moins encore dans le secret de la justice congolaise. Ça peut arriver qu'on vous appelle, vous, acquéreur, Madame Acharachidi, les autres. Ces sites-là, c'est déjà ravi, c'est déjà réoctroyé aux Indiens et aux Pakistanais. Voilà notre site. Qu'en penseriez-vous? D'entrée des jeux, moi je vous répondrai, M. Jean-Pierre, s'il y a une bonne raison, je ne refuserai pas. S'il y a une bonne raison. C'est la condition. Bien sûr, parce qu'en fait, vous savez, on a un maître devant nous. La fois dernière, on était ensemble, je me rappelle, lors de la conférence de presse. Il avait choisi un bon thème qui était devant nous tous, qui disait, et j'ai retenu la phrase, qui disait « Le droit de propriété est sacré. » Monsieur Jean-Pierre, qu'est-ce que je vais dire par là? Quand l'État congolais reconnaît à un citoyen le droit d'avoir une propriété, derrière, lui donner des documents officiels qui attestent cela. Monsieur Jean-Pierre, vous imaginez que le même État a encore le droit de revenir et de me dire, Monsieur Moulumba, écoutez, vous aviez le droit, c'était hier et aujourd'hui, le soleil ne s'est pas levé et du coup, vous n'avez plus le droit. Non, c'est pas comme ça les choses doivent se passer. Il faut que l'État me donne une raison qui est conséquente à l'acte qu'il veut poser. Parce que l'État m'a conféré le droit d'être propriétaire de cette portion de terre-là. Il ne devrait pas comme se mettre en contradiction. Et donc, sans raison, je ne partirai pas. Je vous ai expliqué maintes fois, Monsieur Jean-Pierre, il n'est pas aisé de penser à investir et de se retrouver dans des conditions dans lesquelles nous sommes. Et surtout, je l'ai dit, quand vous le faites avec des gens qui ne sont même pas de chez vous, qui ont fait confiance, qu'est-ce que vous allez leur expliquer? Parce que là-bas aussi, il y a un État. Je l'ai dit ainsi, je ne dis pas que je suis le seul à avoir investi là-bas, mais je parle de mon cas, mais également du cas de tout le monde. Il y a, vous l'avez vu la fois dernière, lors de la conférence de presse, il y a plusieurs familles, c'est des responsables, c'est des pères des familles, Il y a 303... Vous vous imaginez, maître, 303 acquéreurs. Ces gens-là, mais ils méritent un respect, minimum de respect. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais expliquer? C'est que l'État leur a donné le droit d'avoir une portion de terre après étude de dossier de tout un chacun, comme il a fait avec moi. Vous avez ces documents signés, je l'ai présenté la fois dernière, signés par une autorité compétente, à qui l'État a donné le pouvoir de signer, si vous voulez, permettez-moi la répétition de mots, ces documents-là qui me donnent droit d'être propriétaire. Alors, quelle est la raison alors au jour d'aujourd'hui que l'État aura pour m'expliquer, monsieur, c'était une erreur? Ou alors c'est monsieur, pour parachever ce que Maître a dit, je le répète encore, c'était l'autre État. Maintenant, c'est nous l'État. Cet État qui t'avait donné, qui vous avait donné le droit d'être propriétaire, c'est un État de planète Mars. Et nous, l'État de planète autre chose, nous réfutons ces droits-là. Alors, à ce moment-là, on se dira, mais dans quel monde nous vivons? Ok, entendre les allégations de M. Moulumba John, on peut conclure que la bataille sera longue, même juridique, parce que je me dis, il faudra que les cours des tribunaux soient réellement mis en contribution. Avant de répondre à cette question, je voudrais préciser que, à la suite de ce que M. Moulumba venait de dire, c'est que d'abord, pour reprendre ce terrain, l'État doit pouvoir avancer des raisons. C'est pour ça qu'on parle toujours d'utilité publique. Ça veut dire, en d'autres termes, que ça doit être des raisons, en fait, qui profitent à l'État, qui profitent à tous les citoyens. Oui. On prend un terrain d'un citoyen pour que l'usage qu'on va lui donner puisse être au profit de tout le monde. Ça, c'est
raison fondamentale. La deuxième chose, il faut qu'on leur donne un site de même nature que le site Ravi. Parce que ce site-là a été choisi, M. Mulumba l'a bien expliqué, en fonction de certaines caractéristiques. Et donc, on ne va pas leur donner un site qui ne réponde pas aux mêmes caractéristiques. Ce qui est bien, c'est que les acquéreurs sont ouverts à la discussion, mais ça ne doit pas être une discussion où on impose des choses. Ça doit être une discussion où on parle à des gens qu'on respecte et qui ne se sont pas portés sur ce terrain-là par leur propre volonté, mais parce que l'État leur a donné de l'espace. Et ça, c'est très important. Maintenant, l'aspect que vous soulevez, de dire la bataille sera longue. Je me dis tout simplement que c'est une question de considérer qu'on est soit de mauvaise foi ou de bonne foi. Dans les cas d'espèce, je pense que les commissions qui sont en train d'être mises en place pour discuter avec les acquéreurs arriveront à trouver une solution dans les meilleurs délais qui profite aux acquéreurs et qui profite à tout le monde. Ça, pour moi, c'est important. La décision du Conseil d'État est déjà intervenue pour une des parcelles, mais qui peut être élargie à tout le monde. C'est celle de décréter la suspension d'octroi des terrains à d'autres personnes. L'autorité politique aurait pu au moins se soumettre à cette décision de justice. C'est très important parce que si le politique ne respecte pas les décisions prises par un autre pouvoir, on considère que ce pouvoir-là est corrompu. On considère que ce pouvoir-là est dans les trafics les trafics d'influence. Mais ce qu'il faut faire, ce n'est pas de les maintenir, c'est de les supprimer. Si vous ne les supprimez pas en tant qu'institution, il faut au moins renvoyer les animateurs qui sont là et que vous soupçonnez d'être corrompus ou d'être dans les trafics de confiance, des trafics d'influence. Donc je considère pour moi que quand il s'agit de son droit, il faut se battre jusqu'à ce qu'il soit respecté. Ok, merci beaucoup pour ce dossier du site IWA qui me paraît très vaste. On ne va pas l'achever aujourd'hui, on va continuer à les décortiquer jusqu'à ce qu'une bonne lumière soit faite, aussi bien ici que dans les esprits des acquéreurs qui sont encore victimes. Nous le rappelons, le site IWA est presque spolié par des personnes qu'on ne sait pas très bien identifier, seulement à entendre la SADO et les victimes elles-mêmes. La garde républicaine est sur les lieux et empêche que les acquéreurs légaux y prennent possession. M. Katende, il y a un autre dossier que j'ai évoqué ici au début de l'émission, c'est l'opération coup de poing qui continue à faire des victimes. Parmi ces victimes, il y a M. Mulumba John. Je me dis, les Congolais est contre vous finalement, alors que vous êtes Congolais, des pères et des mères, comme on l'a dit ces jours-ci. Qu'est-ce qui est contre vous, M. Mulumba? Vous allez à Kintobo, on vous arrache. Pas on vous arrache, on vous menace de vous déguerpir. Vous avez quelque chose à Bandalungwa, on le démolit. Je me dis, est-ce que pensez-vous que vos droits demeureront bafoués ou pour l'histoire de la démolition, il y a à redire? Parce que là aussi, le gouverneur est clair, tout celui qui construit dans une zone autorisée sera victime de démolition. Monsieur Jean-Pierre, merci beaucoup de soulever encore une fois de plus ces gros soucis que j'ai sur le plateau. Ça me permettra vraiment de faire entendre ma voix encore une fois de plus. Vous l'avez bien dit. Qu'est-ce que moi j'ai? Est-ce qu'il y a des théories des complots auxquelles on peut tous réfléchir, imaginer des choses? Bien évidemment, j'ai eu à penser à des choses, tout comme vous, parce que personne, en tout cas, ne m'aurait porté mon corps ou mon cerveau. Parce que je vous dis, monsieur Jean-Pierre, il m'arrive parfois à ne pas me ressentir vivre, en fait, à ne pas contrôler mon cerveau. Parce que ce qui m'arrive n'a pas son sens, en fait. Vous avez bien appelé l'opération, vous l'appelez coup de poing. Coup de poing, parce qu'il faut assainir la ville, et il y avait trop d'anarchie dans la construction, et il fallait remettre de l'ordre
entendre le prescrit des arrêtés du gouverneur de la ville de Gentilly Bilampaka. Oui, tout à fait. Vous l'avez appelé coup de poing. Déjà, le terme utilisé, M. Jean-Pierre, coup de poing, pour aller casser une terrasse, je ne sais pas si on comprend des choses de la même façon. Il s'agit d'une terrasse, coup de poing, je ne sais pas pourquoi on l'appelle ainsi. Vous avez peut-être soulevé un autre terme, assainir la ville, je comprendrais. Mais maintenant, revenons à ce qui est important. On veut assainir la ville. Retenons tous cette bonne phrase-là. Vous avez ici un propriétaire, encore une fois de plus, qui a un document établi par l'État depuis 2014, qui lui dit, Monsieur Mulumba, encore une fois de plus, vous êtes propriétaire d'une portion des terres sur l'avenue 24 novembre. Nous avons envoyé les géomètres, parce que je sais comment ça se passe, hein, okay. Je me rappelle l'époque. Il a vérifié vos dimensions, il a vérifié votre localisation. Eh ben, tout est cool. Voilà, monsieur, pour cela, nous vous délivrons ces documents-là. Certificat d'enregistrement. Voilà. C'est pas moi qui ai signé, monsieur. Il ne vient pas de la planète Mars. Il vient de l'État congolais. Et je vous ai dit, il date, vous l'avez devant vous, il date de 2014. Mais, monsieur Jean-Pierre, maintenant, revenons encore une fois de plus à votre réflexion. Assainir la ville. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec des propriétés de gens, monsieur Jean-Pierre? Qu'est-ce que c'est ça à voir avec des portions de terres qui appartiennent aux citoyens du pays? Même s'il y a un problème, supposons, dans leur esprit, il s'agit de l'expropriation, encore une fois de plus. Parce que ça, c'est une propriété que l'État m'a conférée, m'a donnée. Maintenant, l'État dit, non, 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 cette zone-là, il y a un problème, il y a des collecteurs d'eau, il y a, je ne sais pas, on a retrouvé du diamant et tout. Mais il y a des procédures, maître-là, il va bien vous l'expliquer. Il y a des procédures, j'ai amené, parce que je me suis présenté étant Congolais vivant à l'étranger, mais j'ai aussi un travail. Je travaille pour Grand Lyon. Grand Lyon, c'est l'administration des collectivités pour la région des Lyons, la région lyonnaise. Je travaille pour une association qui est trait d'union entre Grand Lyon et la population. Nous intervenons dans des quartiers chauds, avec plusieurs thématiques, mais également, nous allons vers les gens pour pouvoir leur informer des projets des collectivités. Et donc, cela dit, ce qui peut se faire en termes d'expropriation, ça se fait dans tout le pays. J'ai un document ici que j'ai apporté. Ça se fait aussi en France et moi, ça m'arrive d'aller informer aux habitants que votre quartier, votre cité, votre rue sera expropriée. Vos habitations seront expropriées pour telle ou telle autre raison. Il y a un projet concocté par Grand Lyon, parce que j'en parle, c'est ce que je connais, qui va intervenir dans votre ville, dans votre quartier, dans votre rue. Voilà, préparez-vous. Après autant d'années, on va raser la rue. Mais cela n'est pas suffisant, monsieur Jean-Pierre. Après qu'on ait informé à cette population-là, eh ben, qu'est-ce que l'État a fait? Il doit préparer un site pour reloger. Je dis bien reloger. Et ça se fait. Ici, ces documents que j'ai devant moi a été émis, je l'ai partagé en décembre 2021. Le projet va se réaliser, M. Jean-Pierre, pour votre information, en 2026. Il n'est pas aisé de parler de pays. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Vous voyez, M. Jean-Pierre, je ne fais que constater ce qui se passe et je donne mon avis, et parce que ça pourrait peut-être aider les autres. Le maître est là, va me parachever. Donc, cela dit, il n'y a aucune raison qu'on ait démoli mon bâtiment qui a des potentiels, hein, parce qu'en fait, on était en train d'aller au deuxième niveau, si vous voulez, un projet de logement dans un pays où les logements n'est pas aisé, n'est pas accessible à tout le monde. Ça serait un projet pour lequel l'État congolais allait me soutenir. D'abord, le fait que j'ai tout laissé, j'ai pris l'argent de là-bas, j'ai amené chez moi, et je pense que je mériterais quand même un coup de chapeau
Ok, Maître Tendé, le temps presse quand même. Une fois de plus, on entend M. John Mulumba. Il est encore victime, il est très déçu qu'il ait pris l'argent chez les autres, qu'il la met dans son pays, et que cet argent-là soit comme ça, comme si on le jetait à travers les fenêtres. Vous, en tant qu'avocat, en tant que défenseur des droits de l'homme, pensez-vous que l'opération initiée par Jean-Denis Ngobila Mbaka doit encore être remise en question, ou bien il y a des choses à tirer de façon négative? C'est un dossier délicat. Un dossier délicat, comme on l'a dit, dans tous les pays du monde, il peut arriver que l'État décide de prendre telle propriété, de prendre telle avenue, de prendre tel quartier, de prendre telle concession pour des projets d'intérêt général, intérêt de tout le monde. Mais le projet de M. Ngobila doit être remis en cause, d'abord par son nom. Coup de poing. C'est de la violence. Nous sommes à une période où on doit utiliser des termes conciliants. Pourquoi on ne pouvait pas donner à cette action le nom, par exemple, récupération des terrains de l'État spolié? Déjà, coup de poing, c'est de la violence. Or, nous devons, si l'État doit lutter contre la violence chez des individus, mais dans son propre langage aussi, il doit éviter de la violence. Cela étant, il faut considérer d'abord que la personne est construite à une mauvaise ou à une bonne place dans un État moderne. Quand l'État voudrait procéder à la destruction, on informe d'abord les concernés. Mesdames et messieurs, vous avez construit à un endroit où vous n'aurez pas dû construire. L'État va procéder à la démolition, ou vous démolissez vous-même, ou c'est l'État qui viendra le faire. Vous avez un tel délai. Mais l'État, le gouvernement de la ville de Kinshasa, a-t-il fait ça? Voilà la première question. C'est pour ça que nous devons nous poser des questions. Mais qui nous gouverne? Si c'est lui qui nous gouverne ne respecte même pas les lois du pays, c'est un problème. Donc, il faut cette information. Deuxième chose, quand on procède à la démolition, ça ne doit pas être de manière discriminatoire. On démolit chez des gens qui n'ont pas de moyens ou qui n'ont pas de positionnement politique, et chez les autres, on les laisse. Allez à Limete, au croisement du petit boulevard et l'avenue des Tropiques. Il y a un grand bâtiment qu'on a construit là-bas dans le coin. C'est sur les collecteurs. Mais ce bâtiment appartiendrait à quelqu'un qui est dans la police nationale. Pourquoi on ne les détruit pas? Pourquoi on ne les détruit pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question. C'est vrai que les gens qui auraient construit à des endroits inappropriés l'ont fait. Mais est-ce que ces gens ont-ils des documents ou pas? Et la plupart de ces personnes ont des documents officiels. Est-ce que vous avez déjà entendu que M. Ngobila ou Jekoko Mulumba ont traduit en justice les personnes qui avaient signé ces documents-là? Pourquoi on ne les sanctionne pas? On va me dire que ce sont des documents qui ont été signés par, je ne sais pas, des anciens ministres, tout ça. Mais certains sont en vie. On aurait pu les interpeller pour qu'ils répondent de leurs actes. Pourquoi on ne le fait pas? Cette manière de faire, pour moi, remet en cause notre propre l'État. Ça veut dire qu'on a affaire à l'État qui n'est pas respectueux des droits de l'homme. On aurait pu dire que c'est de la faute de l'État d'avoir donné ces endroits à des personnes qui ne savaient pas. Et que tous ceux qui ont des documents officiels vont être dédommagés. On va détruire leur habitation, mais on va leur donner de nouvelles concessions pour qu'ils construisent, ou on leur donne de l'argent en contrepartie, parce que c'est l'État qui les a induits en erreur.
L'État est censé, les responsables qui signent ces documents sont censés faire des investigations avant de signer les documents. Mais ce n'est pas ce qui se fait. Et cette manière de procéder, c'est une manière qui démontre seulement qu'on ne respecte pas les droits de l'homme dans ce pays. Et que ces citoyens ont le droit de s'organiser pour intenter des procès contre le gouvernement de la ville de Kinshasa. Et la justice va pouvoir les départager. Ce qui est grave, il y a eu, par exemple, certains sites du côté de Limete là-bas, où même la justice avait décidé qu'on ne pouvait pas procéder à la démolition. Mais le gouvernement de la ville de Kinshasa est allé au-delà même des décisions judiciaires pour pouvoir démolir. Est-ce que vous trouvez qu'on est dans un État civilisé? On est dans un État moderne. Vous parlez tantôt de la discrimination. Il y a des procédures discriminatoires. On détruit chez X, chez Y, on doit enjamber, on passe chez Z. Alors, au-delà de ce qui peuvent... les victimes peuvent faire comme... coalition, association, pour intenter des choses à la justice. Ont-ils les chances de réussir? Parce que quand même c'est le gouverneur de la ville qui a un ascendant sur l'opinion, parce que au-delà de la justice, il a détruit, il a démoli quand même, et il n'a pas été arrêté. On n'a entendu aucun juge, aucun magistrat, aucun officier de l'administration publique lever le doigt. Ça continue, maître Katende. Il y a une chose dans laquelle je crois fermement. C'est que quand on a la possibilité de défendre son droit, il faut le faire. Monsieur Ngobila n'est pas le premier gouverneur de la ville de Kinshasa. Monsieur Ngobila ne restera pas gouverneur éternellement. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il peut se dire intouchable, mais je ne suis pas sûr qu'il le sera demain. Qu'il le sera demain. C'est pour ça que j'encourage les victimes à s'adresser à la justice pour défendre leurs droits, mais c'est aussi la possibilité de mettre notre justice devant ses responsabilités. Au moins, la victime sera satisfaite de dire « on a violé mon droit de manière injuste, mais au moins je détiens une décision de justice qui me dit que j'ai raison. » Ok, on va clôturer par vous, maître M. Mulumba. Et comme l'a dit maître Katende, est-ce que vous êtes en phase avec lui qu'il faut des actions en justice pour tenter, ne fût-ce que de vous faire indemniser par rapport à la démolition de votre bâtiment à Bandalungwa? Oui, alors M. Jean-Pierre, pour répondre à votre question, je vous dis, dans la foulée, après les démolitions, nous avons mis en place un collectif des victimes, des gens qui se croient vraiment injustement touchés par ce qui se passe. Et notre première démarche était bien entendu administrative. Pourquoi administrative? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on se voit dans une injustice, on se dit il y a erreur, il y a possibilité de réparer, sans pour autant chercher tout ce qu'il y a comme démarche un peu compliquée, justice et tout. On s'est dit ils vont se ressaisir, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, moi mon document, mon certificat d'enregistrement, je l'ai brandi, il date d'il y a plus ou moins 10 ans, 2014, 2023, mais également mes voisins, parce que je ne suis pas la seule victime. Pour être précis, c'est le tronçon qui va de Molar, la prison de Makala, voilà, l'avenue 24 novembre. Nous sommes beaucoup à être victimes. Et parmi nous, les victimes, vous avez des gens comme cette personne-là qui loge, qui a sa portion de terre datant de 1981, M. Gentil. Ces documents ont été signés le 21 avril 1981. Donc notre situation est tellement facile à comprendre qu'on s'est dit que ce n'était pas important de passer directement à la justice. On dit l'erreur est humaine. Donc on peut réparer. On s'est dit l'erreur est humaine, ils vont se ressaisir, ils vont se dire bon, ça c'est une erreur. On répare, on dédommage, on laisse les gens reprendre leurs travaux parce qu'il n'y avait aucune raison. Pour votre information, M. Jean-Pierre, j'ai ce logement acheté depuis 2013. Les documents, ils datent de 2014. J'ai pris la décision de construire dans la foulée avec l'autre décision de site EWA. Mais
Quand j'ai commencé ma construction, j'ai voulu d'abord me rassurer de la distance qu'il y a entre votre espace et vous avez très la grande bien avenue. compris, M. Jean-Pierre, et la chaussée. Je suis à 10 mètres. Mais dites-moi, qu'est-ce que l'État voudra encore que je cède? Mais s'il y a à céder, Maître l'a très bien expliqué, que l'État vienne vers moi. Monsieur Mulumba, vous avez votre parcelle de terre datant de 10 ans, tout comme vos voisins, les autres, il y en a il y a 40 ans et tout, mais nous voulons récupérer autant de mètres, parce que nous avons tel projet. Monsieur Mulumba, en contrepartie, nous vous donnons ça. Ok, monsieur l'État. Ok, monsieur Mulumba. C'est comme ça les choses se passent. Et donc, pour répondre à votre question, monsieur Jean-Pierre, la démarche judiciaire ne nous est pas traversée directement d'entrée des jeux. Pourquoi? Je l'ai expliqué. Parce que pour nous, la situation montre noir sur blanc qu'il y a eu erreur humaine. Et on s'est dit, on continue à croire qu'ils vont mettre de côté leurs égos pour revenir et réparer parce que c'est facile. Ok, Maître Tendé, on va clôturer ici. On en est à 50 minutes, on a largement dépassé. Parce que revenons à la question principale, le site Kidombo, comment on le voit dans les jours à venir? Est-ce les victimes, à travers Madame Acha Rachidi, auront gain des causes? Vous brûlez d'envie de voir ces victimes rétablies dans leurs droits? On va clôturer par là. Je pense que si je n'étais pas convaincu que les victimes étaient dans leur bon droit, Monsieur Jean-Pierre, je ne serais pas ici. Je crois fermement que la solution va être trouvée, soit de réhabiliter les victimes dans leurs concessions, soit de leur donner des indemnisations pour qu'elles aillent ailleurs. Et c'est ça le combat dans lequel Azado croit, et nous allons les accompagner jusqu'à ce que l'une de ces deux solutions soit trouvée. Monsieur Mulumba, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Maître Katende, merci beaucoup d'avoir été notre pendant ces minutes en espérant que votre vœu sera exaucé par l'État congolais. Merci également à vous, Serge Makoso, Kouparbola, Freddy Tankidi, Patin Tumboso, le Mboye du côté YouTube. En un clic, votre mission sur notre chaîne YouTube Kanakin TV. Fidèle à nos programmes, bonne soirée chez vous et à la prochaine, Inch'Allah.